Mais aujourd'hui, on arrive à Léopold II, on arrive à la fin du XXe en fait, 1880, 1890, et c'est une explosion. La Belgique est devenue une des plus grandes puissances économiques du monde. Tout à fait. Et c'est très curieux parce que ça se passe en même temps, on l'a dit la fois dernière d'ailleurs, qu'on trouve une grande misère sociale, notamment en Wallonie et même en Flandre. En Flandre, ce sont les paysans, en Wallonie, ce sont les ouvriers. Il y a une profonde misère qui va d'ailleurs, pour la partie industrielle, servir d'assise au POB. Au parti ouvrier belge et aux chrétiens de gauche. Les premières lois sociales, c'est quand même pratiquement 80... Il y en a avant, hein, mais après les grandes grèves de 86, Picard dit il est temps de légiférer. Et alors, ce qui est étrange aussi, et ça c'est peut-être pour les téléspectateurs français, c'est qu'en fait, presque tous ces auteurs belges qui parlaient des paysans qui vont vers la ville, de l'industrialisation, de la Wallonie, etc., tous ces auteurs étaient en fait des bourgeois, des gens en général fortunés, et souvent d'origine flamande. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Il y aura quand même au XXe siècle quelques écrivains issus du prolétariat, dont Malva. Quelques écrivains issus de la petite bourgeoisie. On peut dire que de Coster, c'était le cas. Mais la plupart des écrivains ayant développé un grand capital symbolique étaient par ailleurs des individus qui disposaient d'un petit ou d'un grand capital financier. Le cas de Maeterlinck étant évidemment le plus incroyable, puisque son père ne travaillait pas. Il créait des pommes, des poires, des pêches et tout ce qu'on veut, mais il était rentier. À l'intérieur de quelque chose qui se passe en Europe et qui bouge et qui va faire que beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas imaginer que 14 se passe. Voilà, parce que pendant tout ce temps-là, pendant qu'il y a une floraison artistique incroyable, en Allemagne monte petit à petit une sorte d'hégémonie, de danger qui va éclater en 14-18. Sur le plan littéraire, est-ce qu'on peut dire, mais c'est peut-être simpliste, que avec Camille Lemonnier, qui est le grand maréchal des auteurs de la fin du XXe, est une sorte de charnière qu'à partir de là commence la nouvelle génération qui suit Camille Lemonnier, donc Verhaeren, Rodenbach. Bon, le premier texte de Lemonnier, c'est 70, c'est vrai. Les premiers textes Verhaeren, c'est 82, donc on voit bien, c'est Rodenbach, même chose, autour des années 80, il y a une dizaine d'années. Alors c'est une même génération dont Lemonnier et Cauth sont considérés comme les aînés, Picard et De Coster, et Pirmé étant considérés comme les ancêtres. Voilà. Mais n'empêche que à partir de Zola, puis Verhaeren et puis tous les suivants, on écrit autrement. Avant, on écrivait, je dirais, bien, dans un beau style, c'est du beau français, un style empoulé, comme on ne le fait plus aujourd'hui. Peut-être à tort d'ailleurs. Verhaeren, ce sont des chants, c'est dithyrambique, c'est... Oui, mais Lemonnier aussi. Oui. Dans l'écriture en prose de Lemonnier, qui va d'ailleurs choquer les naturalistes français, il y a l'usage de mots anciens, de mots du terroir, de mots inventés, il y a une vision cosmique, il y a une sorte de description poétique. Donc c'est là justement qu'il y a une profonde unité de cette génération. C'est que et les naturalistes et les symbolistes sortent de cette langue classique, parfois empoulée, en disant « nous faisons autre chose ». Et la caractéristique de la Belgique, c'est qu'avec ce « nous faisons autre chose », nous Belges, les naturalistes et les symbolistes en Belgique sont des potes, alors qu'en France, ils se tapent dedans. Moi, j'ai en tête une toile où on voit Émile Verhaeren recevant, d'ailleurs je crois que c'est au Caillou qui bique, un tas d'auteurs, ici, ils s'y retrouvent tous. Est-ce que c'était lui vraiment le point central Je pense que le point central, il y a d'ailleurs le fameux banquet de 1883, c'est Lemonnier. Verhaeren est le plus chaleureux, et le plus... célèbre aussi. Non, Maeterlinck est immensément célèbre. Mais Maeterlinck est un sauvage, il ne va même pas recevoir le prix Nobel. Hein. Non, mais c'est du théâtre, là. Oui, non, mais c'est un problème de caractère. Elskamp vit calfeutré dans sa maison à Anvers, en gros. Maeterlinck est dans ces demeures de fuite où on ne parvient pas à l'atteindre.
Van Lerberg vient en partie en Italie, puis se retire à Bouillon. Bon, Rodenbach vit largement à Paris, mais enfin Verhaert aussi. Il a une vie mondaine à Paris, c'est un dandy. Mais ce n'est pas un meneur d'hommes, ce n'est pas un catalyseur d'énergie, tandis que Verhaert aime qu'on l'écoute lire, par exemple. Il a un charisme incroyable. Puis il lit ses poèmes, tout le monde écoute, il a une voix très, très particulière. Il fait des grands gestes. Et il aime ça, et il aime ça. Devant un public, hein, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Il faisait des conférences à gauche et à droite, et les salles étaient pleines. Les salles étaient pleines. Aujourd'hui, on n'imagine pas un poète rassemblant une grande salle pour lire un texte. Ça recommence. Peut-être. Non, dans la génération qui suit de loin la mienne, ça recommence. C'est un phénomène très intéressant dans la génération actuelle. Alors, dans la fin, en effet, du règne de Léopold II, il y a un prix Nobel qui arrive du temps d'Albert, puisque c'est en 1911. Les jurés Nobel ont hésité entre Verhaert et Maeterlinck, donc on voit bien que ce sont deux gloires européennes à l'époque. Ce qui me frappe aussi, c'est que dans cette époque charnière, Léopold II, Albert Ier, il y a évidemment des noms qui deviennent très célèbres, même sur le plan européen, mais il y a aussi des titres. Or, souvent, quand on parle d'un auteur, parfois on connaît mieux le titre d'une œuvre symbolique que le reste. Bruges-la-Morte, par exemple, c'est devenu... C'est Rodenbach. On oublie presque tout le reste. Voilà, exactement. Et avant, il ne semble pas qu'il y ait eu, à part de Coster, bien sûr, qu'il y ait eu des titres comme ça qui ont émergé de manière incroyable. Maeterlinck, c'est Péléas et Mélisande, et surtout l'Oiseau bleu. Au moment d'Albert Ier, c'est pour ça qu'il aura le Nobel, c'est l'Oiseau bleu. Van Lerberg, c'est la chanson d'Ève. Ouais. Il ne faut même pas oublier ça. Et alors, évidemment, arrive la guerre, donc tout va s'arrêter, pile. Ah, pile poil, ça j'aime le dire. S'il vous plaît ? Pile poil. Pile poil. Donc, un essor incroyable, et puis un arrêt. Le mur, on rentre dedans, et on est parti pendant un silence de... Tous ces grands écrivains, aucun d'eux n'a cru possible, comme la plupart des Belges d'ailleurs, il y a quelques exceptions, dont le roi, aucun d'eux n'a cru possible le conflit. On en a même une preuve extraordinaire dans le livre de Stefan Zweig, Le monde d'hier, où il raconte qu'il est à Ostende, avec Ensor, avec une série, avec Crommelin, une série de jeunes et de moins jeunes artistes belges, et qu'on parle bien sûr des menaces de guerre et des suites de Sarajevo. Et Zweig dit, oui, il y aura sans doute la guerre, mais la seule chose qui est certaine, c'est que la Belgique va y échapper. En fait, pour les Français, il faut rappeler que la Belgique était neutre et qu'on n'a jamais cru une seconde que les Allemands passeraient par la Belgique pour attaquer la France. La neutralité de la Belgique, depuis 1831, est garantie par la France, par la Prusse, l'Allemagne, par l'Autriche-Hongrie, par la Russie et par la Grande-Bretagne. Et donc, en effet, personne ne voulait y croire. Et ce qui est fascinant dans l'épisode de 14, c'est que donc l'Allemagne est-elle entièrement convaincue que ce sera un boulevard dans le plat pays et qu'il n'y aura pas de résistance de l'armée belge? Une blitzkrieg, quelque part. Oui, mais tous les plans sont clés. Il n'y aura pas de résistance de l'armée belge. Plus le fait inattendu que là, on pensait que la guerre de mouvement serait un déferlement, disons, des troupes allemandes sur la France. Ils sont en fait arrêtés en Belgique et puis la guerre s'arrête dans les tranchées. Ils étaient convaincus d'être à Paris fin août. Oui. À fin août, ils ne sont pas encore à Anvers. Et en même temps, en dehors des destructions que les Allemands ont fait en Belgique, il y a eu la révolution russe. Et donc il y a les ondes de choc révolutionnaires qui vont traverser tout le XXe siècle et qui vont aussi marquer quelques-uns des grands écrivains de l'immédiate après-guerre, dont Plisnier, Hénouget ou Serge. Donc tout ça, c'est... En 4 ans, c'est vraiment... Je pense que Zweig, quand il dit le monde d'hier, il y a un monde, le monde de la grande bourgeoisie exploitatrice, mais qui avait une culture qui s'effondre. Ouais.